Je suis pour ma part Élise Boulet, je suis présidente de Pigeon. Comme vous avez pu le voir, qui œuvre au niveau de stratégie de marque, de design et de communication. Mais je vais laisser mes invités se présenter elles-mêmes pour nous donner une idée de leur parcours professionnel. Allô, bonjour, je suis Renée-Maude Jalbert, VP Marketing Innovation chez Aliments Crispy Kernels depuis 20 ans. Avant ça, j'ai travaillé un peu dans l'industrie du vin et des spiritueux, donc j'ai toujours baigné dans les biens de consommation, dans l'alimentation. Aliments Crispy Kernels, c'est une entreprise 100% québécoise, familiale, dont je fais partie de la 3e génération avec ma sœur Valérie, qui se spécialise dans les collations depuis 70 ans. On est intégré de la transformation jusqu'à la distribution avec notre propre flotte de camions, puis notre réseau de distribution indépendant. On transforme environ un petit peu plus de 200 produits sous les marques Yum Yum, Viva et Crispy Kernels, qui sont vendus principalement au Québec, mais aussi avec une certaine présence dans les Maritimes, en Ontario, puis dans le reste du Canada. Notre mission, bien, on parlait de fun plus tôt. Notre mission, nous, c'est de partager le plaisir. On est dans le plaisir avec nos bonnes collations. Notre grand-père, quand on lui demandait qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, il disait « Moi, je vends du fun ». Alors, c'est une mission qu'on tente de poursuivre 3 générations plus tard et d'être fidèle après 70 ans, de partager le plaisir. Merci. Mon nom, c'est Annick Labrosse. Je suis dans l'industrie de l'alimentation depuis un bon 20 ans, autant du côté de la restauration qu'au niveau de la transformation alimentaire. J'occupe le poste de vice-présidente marketing, innovation et stratégie pour le groupe Saint-Hubert depuis 11 ans maintenant. Notre mission chez Saint-Hubert, c'est livrer du bonheur. Donc, fun, bonheur, je pense que c'est donc 2 missions très, très québécoises, finalement. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Saint-Hubert, la notoriété est 99 %, donc si vous faites partie du 1 % qui ne connaît pas Saint-Hubert. Donc, c'est une chaîne de restaurants, 125 restaurants au Québec spécialisés dans le poulet rôti et les côtes levées. Les fondateurs de Saint-Hubert, la famille Léger, avaient beaucoup de vision et d'audace, je dirais, parce que, en plus de leur chaîne de restaurants, bien, le premier produit Saint-Hubert est arrivé sur les tablettes d'épicerie dans les années 60. Donc, ça fait vraiment longtemps de ça. C'était la fameuse sauce Saint-Hubert en sachet, qui est toujours en tablette d'ailleurs. Mais depuis Saint-Hubert, c'est maintenant 400 produits en épicerie, dont à peu près 150 sous la marque Saint-Hubert. On a des usines de production, centres de distribution, flotte de camions. On a des produits dans toutes les épiceries au Canada. On est aussi un distributeur-importateur pour des marques partenaires, dont par exemple la confiture Bonne Maman ou des produits du chef Stéphano. Donc, ça fait tout. On va faire de l'exercice aujourd'hui. Oui. En fait, super. Allô? Oh, ça marche. C'est-moi la prochaine. En fait, votre expertise est peu à démontrer. Mais ce qu'on veut savoir, dans le fond, c'est what keeps you up at night. Hein? Qu'est-ce qui vous garde réveillé? On le sait qu'il y a un contexte qui est en pleine évolution, mais ça génère aussi des opportunités d'avoir de la valeur pour vos marques. Donc, c'est quoi les défis qui vous préoccupent là, en ce moment, surtout au niveau marketing? Bien, il y en a, sont de différentes natures, mais il y en a un particulièrement qui nous préoccupe. C'est, dans le fond, on a plusieurs produits dans des très grandes catégories là, où il y a beaucoup de compétition sur les tablettes. Le défi, c'est un peu comment s'assurer que le consommateur choisisse ton produit cette semaine, alors que le produit à côté sur la tablette est en rabais cette semaine. Donc, c'est pas nouveau là, comme défi. Là. Ça a toujours été une préoccupation pour sûrement toutes les marques. Mais là, dans un contexte où l'inflation est très importante, le consommateur, il a vraiment moins de budget à sa disposition pour l'épicerie. Donc, il cherche des rabais, il cherche des stratégies autour de ça. Donc, on comprend ça tout à fait. C'est bien normal. Mais on l'a
l'a vu à travers le temps. On essaie toujours de protéger son baseline, mais ce qui est vendu en promotion en ce moment, ça atteint des sommets qu'on n'a jamais vus ou à peu près. Au Canada, l'an dernier, on parlait de 50% des produits qui étaient vendus en promotion selon des données Nielsen. Puis même au Québec, encore plus, avec un pic en Q4 2023 à 56%. Donc, ça vous affecte vraiment beaucoup. Effectivement. Donc, ça a toujours été une préoccupation, mais là, disons que c'est un petit peu plus un défi là, ces temps-ci. Sinon, peut-être un autre défi aussi qu'on fait face, c'est on a aussi des produits dans certaines catégories qui sont plutôt matures. Donc, c'est quoi le défi au niveau de l'innovation? Comment arriver de l'innovation, de lancer un Xème SKU sur les tablettes sans tomber dans des produits plus nichés? Là, quand tu es rendu à la 15e saveur que tu lances, bien, forcément, c'est un petit peu plus niché. Donc, probablement moins de volume. Puis là, bien, ça, c'est assez désastreux là, quand tu n'as pas beaucoup de volume. Très difficile pour les équipes internes. Production, achat, logistique, sans compter distributeurs, bannières, etc. Donc, ça devient plus difficile. Fait que ce défi-là, c'est catégorie mature, comment on innove tout en ayant du volume dans ces innovations. C'est ça, je dirais, un grand défi. Puis toi, René-Maude, tu as des défis similaires à ça? Vraiment similaires. Nous, une de nos plus grandes préoccupations, je dirais, c'est vraiment comment rester pertinent puis attrayant aux yeux du consommateur après toutes ces années-là, après 70 ans, dans un marché très compétitif comme les collations et un contexte inflationniste comme ces temps-ci. On le sait, le panier a augmenté, les consommateurs font des choix, ils reviennent à l'essentiel. On vend des petits plaisirs, mais malheureusement, nos produits ne sont pas essentiels. Donc, particulièrement dans les noix, c'est encore un plus grand défi parce que les noix, ça coûte plus cher. Ce n'est pas accessible à tous. Donc, en plus, les marques privées, c'est votre grand compétiteur là-dedans. Là. Oui, les marques privées sont omniprésentes dans la catégorie des noix. C'est un produit aussi qui est consommé comme une commodité, comme vraiment un aliment fonctionnel où la marque, là, pour le consommateur dans les noix, n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Donc, le défi il est double au niveau des noix avec la marque Crispy Kernels. C'est comment se différencier en tant que marque de cœur, une marque le fun, pas juste une noix, puis aussi s'assurer de toujours rester accessible avec notre offre, notre mix produit-format. Ça, c'est pour la marque Crispy Kernels, mais si on parle de la marque Yum Yum avec les croustilles, on est encore dans les collations, mais la dynamique de la catégorie est quand même assez différente dans le sens que les prix, les croustilles, ça demeure quand même assez relativement accessible. Puis, la marque de croustilles pour le consommateur est plus importante. Les consommateurs sont attachés à leur marque de chips. La marque privée est présente, mais n'occupe pas la même importance que dans la catégorie des noix. En fait, c'est une catégorie qui est dominée par un joueur qui a près de 70% des parts de marché avec toutes ces marques. Donc, le défi encore pour Yum Yum, c'est de se différencier, d'être une marque de cœur, d'aller chercher le cœur du consommateur après toutes ces années-là. Mais on a un défi aussi de continuellement se battre pour justifier notre position de bon deuxième joueur, de challenger brand qu'on dit en anglais. On voit qu'on ne manque pas de défis, puis on effleure seulement la surface aujourd'hui. Mais j'aimerais que vous me parliez de pistes de solutions, d'exemples qui vous tiennent à cœur ou vous trouvez que ça a été vraiment des pistes de solutions qui seraient intéressantes à partager avec l'audience sur comment vous adressez ces défis-là. Mais si on continue avec Yum Yum, stratégiquement, pour être une marque de cœur avec Yum Yum, pour être une love brand, considérant que c'est certain qu'on n'a pas les mêmes budgets que notre compétiteur, il faut être créatif. On n'a pas le choix d'être créatif. On a développé une plateforme de communication performante dans les dernières années. Notre plateforme, je ne sais pas si vous connaissez, Dans les patates depuis 1959, qui mise sur l'humour, mais qui mise aussi sur le fait qu'on fait partie du paysage québécois depuis 1959. On est une entreprise 100% québécoise. Je vais prendre une gorgée d'eau. On est une entreprise 100% québécoise qui vend des petits plaisirs. Ça fait partie de notre proposition de valeur, de nos éléments différenciateurs, fait qu'on capitalise là-dessus.
continuellement. Mais ce n'est pas assez. Ça nous permet de bien se positionner au niveau des détaillants, c'est certain, mais ça prend plus que ça. Ça prend aussi une offre produit performante qui va aussi permettre de créer de la croissance dans la catégorie des croustilles. Puis un exemple concret, bien, ce sur quoi on a capitalisé dans les dernières années, une stratégie qu'on a adoptée, c'est des produits soit exclusifs à une bannière ou des produits vraiment différenciés, uniques. Je vous donne un exemple. On a développé en collaboration avec IGA, il y a 1 an, on a mis en marché une gamme de croustilles avec un positionnement très, très québécois. Approche que notre compétiteur peut peut-être moins bien utiliser parce qu'il vend partout à travers le Canada. La gamme s'appelle Recettes de famille, puis repose sur le partage de collations, pas de collations, mais de recettes familiales. Donc, vous avez plusieurs saveurs. Oui, oui, oui. On a, dans le fond, les saveurs. On met de l'avant des ingrédients clés du Québec, comme par exemple le sirop d'érable et la pomme. On a pris une approche au niveau de l'emballage vraiment artistique, une approche artistique différente, là, vraiment pour ressortir, qui brise un peu les conventions habituelles dans la croustille, dans la catégorie des croustilles. C'est assez conventionnel. C'est pas la saveur qui est la vedette de notre sac, mais c'est un personnage. Dans le fond, c'est le membre de la famille qui devient la vedette. Puis ce personnage-là, dans le fond, partage une recette chouchou à base d'un ingrédient d'ici en saveur de chip. On a travaillé avec un illustrateur québécois qui nous a développé 5 différents personnages pour cette gamme-là. Ça a bien fonctionné, je pense. On sent beaucoup d'enthousiasme. Oui, oui, oui. Non, on est content des résultats parce que, oui, ça fonctionne bien, mais on n'a presque pas eu de cannibalisation, dans le fond, avec nos produits existants. Ça veut dire qu'on a réussi à aller chercher avec cette gamme de produits-là une nouvelle clientèle, aller chercher vraiment des ventes additionnelles, donc potentiellement d'autres nouvelles parts de marché. Donc, devant le succès, là, je vous annonce une primeur parce que c'est en magasin cette semaine. Là. Après 1 an, on avait 4 saveurs, mais là, on lance, on va accueillir un nouveau membre dans la famille. Elle s'appelle Mamie Lucie. Puis, dans le fond, elle partage sa recette de cornichons marinés sur une chip. C'est délicieux. Ça sort en magasin cette semaine chez IGA. Un excellent exemple, mais je pense qu'il y a un autre exemple que j'aimerais que vous m'entreteniez, puis vous entreteniez notre audience. C'est quelque chose que vous avez fait non seulement avec un détaillant, mais avec une autre marque. Oui, bien, en fait, notre collaboration avec nos amis de Saint-Hubert ici, notre récente collaboration, c'est un partenariat qu'on avait dans les années 90 qu'on a eu envie de revisiter après toutes ces années. C'est un partenariat qui capitalise, dans le fond, sur la force de 2 marques bien établies au Québec. On a lancé en mars dernier une croustille à saveur de sauce barbecue Saint-Hubert. On a vraiment travaillé ensemble pour développer vraiment une saveur qui livre vraiment, là, exceptionnellement, là, le goût authentique de la sauce barbecue en restaurant. Je ne vous cacherai pas que ça a été présenté partout où ça a été présenté, bien, ça a été bien reçu, bien accueilli. Les ventes vont très bien jusqu'à présent. Le fait, dans le fond, que ce soit, on parlait de produits uniques, c'est pas un produit qui est exclusif à une bannière, mais c'est un produit qui est vraiment différencié, unique, puis qui n'est pas imitable par notre compétiteur. Donc ça, bien, 1, ça rend le produit super excitant, mais 2, ça nous donne une forme d'immunité, si vous voulez, pour des fois contourner les fameuses ententes commerciales très rigides entre nos compétiteurs et les détaillants. Donc, en conclusion, que ce soit des produits soit exclusifs à une bannière ou des produits co-brandés comme avec Saint-Hubert, bien, la stratégie pour nous, ça a été une stratégie gagnante qui nous a permis de générer de la croissance, puis parce qu'on va chercher soit de l'espace additionnel chez nos clients existants ou ça nous permet carrément d'aller chercher des nouveaux marchés ou des nouveaux clients. Puis toi, de ton côté, Annick, comment tu pourrais répondre à cette question? Bien, c'est sûr, il faut créer de la valeur. Donc, pour Saint-Hubert, évidemment, utilisation, si on parle d'utiliser nos forces, bien, la grande force, c'est la marque. La marque avec tout son bagage, héritage culinaire et tout ça.
les saveurs assez uniques aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on a vraiment capitalisé au fil des décennies. On a eu beaucoup de succès avec ça. Puis c'est quelque chose qu'on a vraiment essayé aussi de... Bien, non seulement au fil des années, on a lancé beaucoup de produits sous la marque Saint-Hubert, mais on a aussi utilisé cette force-là comme un levier pour générer encore plus de business. Donc, on a aussi, dans les 10 dernières années, lancé beaucoup de produits sous d'autres marques de restaurants. Donc, des chaînes de restaurants comme Swiss Chalet, Montana, Kelsey, Cora, Pacini. Donc, on a vraiment utilisé cet avantage concurrentiel qu'on avait de utiliser pour Saint-Hubert, puis on a un petit peu fait du pouce là-dessus, utiliser ça comme un levier. Puis, c'est sûr, donc, on pourrait se dire, bien, on a une marque de restaurant, c'est fort, tout le monde les connaît, tout le monde connaît la notoriété, tout ça. On pourrait se dire, bien, on est relax, on a juste à lancer des produits, tout va bien aller. Mais aujourd'hui, c'est comme plus suffisant. C'est plus suffisant. Puis, je dirais, dans l'alimentaire en général, puis on dirait, au fil des années, ça fait juste comme empirer. En alimentaire, si tu es dans le statu quo, le mur s'en vient. C'est sûr. Fait que tu peux pas trop avoir les pieds sur le pouf. Fait qu'il faut toujours que tu essaies. Fait qu'au-delà de ça, il faut toujours comme pousser, creuser, essayer de trouver comment que je peux générer plus de valeur pour le consommateur. Donc, il ne faut jamais s'arrêter là. Puis, en fait, c'est pas juste le consommateur. Maintenant, c'est toute la chaîne, là, tous les intervenants au fil de la chaîne, donc que ce soit le détaillant, le marchand, le distributeur, tout ça. Fait que c'est plus juste, ça prend plus juste du win-win, là, ça prend du win-win pour que ça marche. Je trouve ça tellement intéressant, ce point de vue-là, d'utiliser tous nos leviers, utiliser toutes nos cartes, parce que la campagne de communication ou quoi que ce soit, c'est souvent la pointe de l'iceberg qu'on voit, mais il y a beaucoup d'autres leviers qu'on peut utiliser dans cette industrie-là qui peuvent vraiment être très, très porteurs. Oui, fait que nous, dans les différents exercices qu'on fait, puis je pense que toutes les marques le font ou devraient le faire, c'est vraiment de regarder c'est quoi tous les leviers qu'on a à notre disposition pour générer cette valeur-là. Fait, comme par exemple, pour Saint-Hubert, bien, c'est sûr, bon, on a une marque forte qui a un héritage culinaire, fait que ça, c'est déjà une bonne chose. On a aussi, à travers nos restaurants, on dessert à peu près 90 % de la population au Québec. Donc, ça aussi, c'est une force qu'on n'a pas beaucoup utilisée du côté au niveau détail ou en épicerie jusqu'à maintenant. On a aussi, à travers soit notre business détail ou de restaurant, on fait affaire avec beaucoup des fournisseurs ou nous-mêmes, on est fournisseurs de plusieurs types d'entreprises de différentes grandeurs, de différentes marques, des petits fournisseurs, des plus grands. Bien, est-ce que, c'est juste avec ces genres de forces-là qu'on a comme atout, bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment qu'on peut unir nos forces possiblement pour générer plus de valeur, trouver des synergies? Donc, on a plusieurs projets sur lesquels on est en train de travailler. On essaie de pousser dans une direction de penser ou de faire différemment avec ce qu'on a. Donc, vous devriez voir des choses arriver sur le marché là, d'ici quelques mois. Mais sinon, entre-temps, je dirais la collaboration qu'on a faite avec les chips Yum Yum, donc d'avoir des chips barbecue à la sauce Saint-Hubert, là, c'est vraiment... puis je dirais que ça goûte non seulement la sauce, mais la sauce, ça se mange vraiment bien avec les frites, là. Fait que c'est vraiment cette combinaison. Là, c'est pas des frites, c'est des chips. C'est vraiment parfait. Tout le monde est vraiment surpris quand il mange ça parce que, wow, c'est vraiment Saint-Hubert. Fait que je pense qu'il y a déjà... Vous avez vraiment créé une expérience, là, littéralement. Oui, puis là, ben, je pense déjà la distribution va bien, mais là, il y a vraiment aussi de l'intérêt là, dans d'autres types de genre de canal de distribution là, qui lèvent la main. Puis nous-mêmes, chez nous, dans nos propres restaurants, chose qui arrive rarement, mais tu sais, les restaurants lèvent la main aussi comme « Hey, on aimerait ça, nous aussi, vendre ces chips-là pour la livraison, peut-être. » Donc, ça, c'est même pas quelque chose qu'on avait envisagé au départ, mais ça démontre, ça fait un engouement. Puis pourquoi? C'est parce que c'est tout, ça coche les bonnes cases. C'est sûr, si c'était des chips au vinaigre, ça ne marcherait pas parce qu'on n'a pas un right to play là-dedans. Mais tu sais, quand c'est vraiment ça coche sur la brand, là, c'est comme ça que ça fonctionne bien. Donc, ça coche sur la brand,
mais ça coche aussi à différents niveaux dans toute ta chaîne d'approvisionnement, ta chaîne de livraison, comment tu peux aller plus loin. Puis, Annick, tu parlais tantôt que des fois, c'est difficile d'innover dans des catégories qui sont plus matures. Ça représente un défi supplémentaire. René Maud, tu en as parlé un petit peu aussi de ton côté, mais j'aimerais ça revenir là-dessus. Comment on peut un peu surmonter ça, ce défi-là? Bien, c'est complexe. On a essayé différentes choses là, dans le passé. C'est que, dans le fond, une fois que tu as lancé toutes les gros SKU dans la catégorie, tu as beaucoup de volume. Après ça, tu commences à lancer des SKU de moyen volume. Après ça, tu continues. Bien, là, tu as de moins en moins de volume. Puis c'est là un peu que je faisais référence tantôt. Lancer des SKU à petit volume, ça fonctionne moins. Fait qu'on a essayé vraiment différentes approches au fil des années, mais je dirais le grand constat dans une catégorie mature, c'est peut-être mieux d'aller plus simple au lieu d'arriver avec la grande innovation. Donc, ça veut dire des fois, c'est peut-être juste un format différent, peut-être travailler un peu sur ton emballage, sortir un emballage un petit peu différent, améliorer un produit, renouveler une saveur peut-être un peu désuète, mais c'est moins sexy. Puis ça, c'est un peu difficile comme marketeur ou comme équipe d'innovation parce que, tu sais, on a plein d'idées. Puis, ah oui, ça marcherait, ça, j'aimerais ça, moi, j'achèterais ça. Mais, tu sais, des fois, il faut un peu d'aller... Il faut prendre un pas de recul. Oui, prendre un pas de recul. Fait je dis pas qu'on peut pas révolutionner une catégorie avec l'innovation, sauf que ça prend beaucoup d'investissement pour générer la demande. Puis, il faut être patient. Chose qui est plutôt difficile en entreprise ou dans les bannières. Fait que, tu sais, nous, finalement, des fois, on se dit, bon, ben, regarde, on va peut-être garder ça un peu plus simple pour les catégories matures, mais pas être inactif, mais, tu sais, être actif d'une façon différente, puis garder plus l'innovation pour aller vers de nouvelles catégories émergentes, ou en tout cas qui ne sont pas encore matures. C'est un petit peu ça, là, notre constat. Puis toi, René Maud, si on fait du pouce un petit peu sur ce qu'Annick vient de nous parler. Bien, tu as raison que l'innovation dans des catégories matures, c'est vraiment un défi. Nous, l'innovation, on la voit comme une façon, comme tu disais, un peu de toujours renouveler notre portfolio actuel, de remplacer les produits moins performants par de la nouveauté. Mais la nouveauté aussi nous sert, on s'en sert aussi pour venir dynamiser les ventes de nos produits actuels. Pourquoi? Parce que dans le fond, l'innovation, elle sert souvent de prétexte pour aller négocier de l'espace additionnel, par exemple sur le plancher, dans lequel on ne va pas juste mettre l'innovation, on va mettre d'autres produits, on va mettre nos meilleurs vendeurs dans ce présentoir plancher-là. Donc, la nouveauté crée des occasions, dans le fond, pour le consommateur de s'enfarger les pieds dans un présentoir où est-ce qu'il y aurait nos produits et la nouveauté. Donc, au bout de la ligne, si la nouveauté ne génère pas toujours les ventes qu'on aurait souhaitées, bien, on aime ça le regarder dans son ensemble parce que regarder les ventes globales de ce que la nouveauté a permis de générer comme vente additionnelle, pas juste la nouveauté en soi, les ventes, mais ce que ça a généré comme vente additionnelle pour l'ensemble du portefeuille des produits. Puis René Maud, à travers les différentes discussions qu'on a eues ensemble, tu avais peut-être un dernier mot à amener par rapport à s'assurer d'avoir une proposition claire. Il y a tout le côté innovation, il y a les différents leviers dont on a discuté, mais il y a aussi d'avoir une proposition claire, avoir un focus sur ce qu'on va présenter. Dans le fond, avoir une proposition claire, c'est d'avoir un positionnement de marché et une proposition de valeur qui sont bien définies dans un premier temps, qui sont bien véhiculées et endossées par les gens à l'interne, c'est important, et bien communiquées à l'externe. Mais la clé, c'est de garder, d'être aligné là-dessus continuellement. Des fois, ça peut être tentant. À long terme, ça va toujours être payant d'être aligné sur notre proposition de valeur, sur l'ADN de notre marque, même si ça veut dire renoncer à certaines opportunités intéressantes qui se présentent. Fait que la clé, je dirais, oui, c'est d'être cohérent, de s'assumer, d'assumer notre ADN de marque, puis de garder le focus là-dessus continuellement. Tellement intéressant.
On doit déjà conclure. Moi, j'aurais continué encore une autre heure avec vous deux, mais je vous invite, si jamais vous avez des questions pour nos deux panélistes, à les rencontrer à la fin de cette discussion. Je voulais juste revenir rapidement sur ce que moi, je retiens comme thème clé. Bien sûr, investir dans nos marques à travers différents leviers, oui, mais investir dans nos marques pour s'assurer qu'elles aient cette proposition claire-là aux yeux des consommateurs. Assurer de la cohérence aussi au niveau des écosystèmes de marques. On a vu des exemples plus tôt, mais je pense que vos deux marques sont d'excellents exemples par rapport à tout ça. Constamment innover. Oui, des petits pas. Il y a des choses qu'on peut faire dans certaines catégories, mais l'innovation, quand je vous écoute, c'est un vrai geste marketing. C'est pas simplement d'aller chercher plus de volume, c'est un vrai geste marketing pour dynamiser les catégories. Ça a un effet d'entraînement sur tout le reste du portfolio, donc éventuellement, c'est excellent. Puis moi, ce que je trouve vraiment excitant aujourd'hui dans ce que vous présentiez, c'est de voir à quel point la synergie entre partenaires peut être vraiment payante. Soit par la promotion croisée, soit en faisant des partenariats avec les différents détaillants. Donc, c'est une avenue qui me semble vraiment prometteuse pour se différencier. Puis, juste de revenir que la valeur se crée tout au long de la chaîne. J'aimais beaucoup la façon que tu l'as présenté, Annick, en disant c'est pas juste du win-win aujourd'hui, c'est du win-win-win, win-win-win, on pourrait dire. Donc, je tiens à vous remercier énormément pour votre contribution. Avant qu'on passe aux applaudissements de nos deux panélistes. Annick, es-tu d'accord de dire que les chips, là, j'ai pensé à ça pendant qu'on jasait, là, les chips Yum Yum, les chips Yum Yum Saint-Hubert, là, c'est une source de plaisir, mais ça goûte le bonheur. Oh, oui, tellement! Nos deux missions ensemble. Oui. Pour ceux qui auraient envie de goûter du bonheur puis d'avoir une bonne source de plaisir, je vous invite à vous pencher sous votre chaise. Il y a un chanceux dans la salle aujourd'hui qui va se mériter un beau prix offert par nos panélistes d'une valeur de près de 200 $, qui comprend notamment une carte cadeau dans les restaurants Saint-Hubert, les fameux chips Saint-Hubert Yum Yum. Donc, regardez attentivement. C'est un sachet de sauce Saint-Hubert que vous allez trouver en dessous. Puis, ça se peut que la chaise soit... Ah oui, on a une gagnante! On a une gagnante, donc on vous invite à venir nous voir. Puis merci encore, mesdames, de cet échange. Bonne journée à tout le monde.